la rôdeuse de la mer et du feu. Chapitre 9. Lilou. Arrakis sourit en regardant mon père s'éloigner. « Allez, je te parie 2 trônes d'or qui nous renvoient là-bas avec une mission d'élimination. Je dirais même plus, il nous y envoie avec un war et un heal en renfort. » Un guerrier et un clerc. Il y a de fortes probabilités qu'il en soit ainsi, c'est vrai. « Tenu !» Je lui tends ma main, poing fermé, qu'elle tape en retour avec son pédipalpe. Je ris et prends une grande inspiration, puis grimace en réprimant une nausée. L'odeur de la ville ne m'avait pas manqué. Parfum qui mêle les effluves du pain chaud sortant du four et le crottin qui empeste la chaussée. Son animation non plus ne m'avait pas manqué. En effet, malgré l'heure tardive, les rues sont toujours bondées. Les gens qui rentrent chez eux après une dure journée de labeur, les gardes qui patrouillent, les commerçants qui rangent leur étal et ferment leurs magasins, ou encore les aubergistes qui affichent le menu du soir. Certains sont également accompagnés d'aînés, chats ronronnants, sangliers hirsutes ou libellules géantes. Je n'ai jamais aimé la Tessie, comme dirait ma sœur, et elle non plus d'ailleurs. C'est une des rares choses sur lesquelles nous nous accordons, et qui nous pousse à fuir ces bourgades bruyantes et puantes. Je remarque Arrakis, assise dans une posture détendue, les yeux mi-clos, attendant que mes pensées s'éclaircissent. Sans même m'en rendre compte, un demi-sourire se dessine sur mon visage. « Bon, t'as fini de rêvasser ?» claque-t-elle tout à coup. Je sors de mes songes et glousse plus que je ne dis. « Oui. »« Où veux-tu aller ?» grogne-t-elle. « Au terme, naturellement, » m'exclamai-je en découvrant toutes mes dents. « On se retrouve à l'épée brisée ?»« Ça me va. » L'araignée s'éloigne alors mollement, grimpe sur un mur sans bruit et disparaît au-dessus des toits. Les bains publics sont interdits aux aînés. Ces derniers se débrouillent avec le lac, qui entoure l'île de Pierre. La mine réjouie, je me dirige donc vers l'établissement d'ablution en fendant la foule avec vigueur. Situé dans le quartier des marchands, au niveau des souterrains qui s'étendent sous les étages supérieurs, c'est l'endroit idéal pour se détendre après une longue journée comme celle que je viens de terminer. Masqueria est constitué de 4 grands quartiers répartis sur 3 paliers. Au rez-de-chaussée de l'île, si je peux me permettre cette métaphore, se trouve le bas quartier, à l'extérieur des remparts, et le quartier des marchands, à l'intérieur. Le premier des deux regroupe les docks, les tavernes de petite monnaie, les maisons closes et les entrepôts. Le second abrite les artisans, les échoppes et les places dédiées au commerce. Le troisième quartier, au premier étage, est appelé le grand étage, et comme son nom l'indique, c'est le plus vaste de tous. C'est le lieu où se concentrent la plupart des habitations et des auberges destinées aux voyageurs. Enfin, le dernier étage, quant à lui, accueille l'essentiel des bâtiments administratifs de Masqueria, les résidences cossues des riches marchands et les sièges des principales guildes de raideurs de la région, les Poussières d'étoiles, le Conclave des ombres, les alchimistes, qui, contrairement à leur nom, sont bien des aventuriers et non des artisans, les rêveurs de jade, et bien sûr, nous, les aurores éternelles. Des dizaines d'autres guildes moindres vivent également dans les alentours de la cité, mais la plupart d'entre elles n'ont pas les moyens financiers de s'établir dans la haute ville. Je franchis des portes qui donnent sur la route descendant au quartier des habitations. Le chemin, pavé et parfaitement entretenu, a été creusé à même la falaise et m'offre une vue plongeante sur la ville noyée dans la nuit et brillante de lanternes. L'île de Pierre est en fait un immense rocher posé au milieu d'un lac. Lorsque les premiers phénix arrivèrent ici, ils comprirent très vite qu'avant de coloniser la vallée, il leur fallait une base d'opération sûre et robuste. Et l'île leur apportait tout cela. Les ressources aquatiques d'Aubel avaient pourvu à leurs besoins essentiels, tandis que les carrières, aujourd'hui fermées, leur ont octroyé toutes les pierres nécessaires à la création de leur cité, de ses hauts remparts et du pont de gare. Chaque étage de Masqueria n'est accessible que par une rue étroite, gardée par un poste de surveillance et de lourdes portes. De mémoire d'homme, personne n'a jamais réussi à prendre la ville. Le grand étage est le cœur de la métropole. Il résonne des rires et des chants à cette heure-ci. Les façades colorées des habitations, ornées de drapeaux vibrants au vent, se mêlent aux cris des boutiquiers, tandis que l'arôme des plats épicés flotte dans l'air, promettant à qui a le temps une soirée riche en découvertes. Des bardes poussent la chansonnette au coin des rues, pour les plus pauvres, ou face à une cheminée dans une auberge,
pour les mieux lotis. Les maisons de jeu sont pleines à craquer, et les badauds toujours aussi nombreux dans les allées. Je le traverse rapidement, et me dirige vers la porte inférieure qui mène au quartier des marchands. À nouveau, je me retrouve sur le chemin à flanc de falaise. Une fois le poste de garde passé, non sans un signe de tête timide aux 3 patrouilleurs qui y font le guet, je bifurque à droite, dans l'impasse du gouffre, et pénètre dans les souterrains de la ville, surnommée la Soupière. Ce large réseau de voies labyrinthiques est creusé sous le grand étage, et représente les derniers vestiges des anciennes carrières, dont l'exploitation a été interdite pour éviter à la bourgade de s'effondrer sur elle-même. Cependant, quelques-unes des antiques galeries ont été conservées et sont maintenant le repère de toutes sortes de marchands et de guérisseurs. Les thermes, vers lesquels je me dirige à pas pressés, occupent quant à eux les plus vieilles cavernes naturelles de l'île. Une fois sur place, je paie l'entrée d'une poignée de disques d'argent et file me déshabiller dans les vestiaires. Là, j'enfile un peignoir blanc et pénètre dans les bains. La chaleur étouffante de la pièce me fait presque suffoquer l'espace d'une seconde. L'écho des conversations et des rires rebondit contre les parois de pierre, créant une cacophonie feutrée. L'odeur des huiles parfumées, lavande et eucalyptus, se mêle à celle, plus brute, de la roche humide, et la vapeur qui s'en élève forme un fin brouillard qui s'enroule autour de moi. Malgré cette brume laiteuse, je distingue parfaitement les personnes présentes ce soir. Je salue celle que je connais d'un signe de tête discret tout en m'approchant du plus grand des 3 bassins qui s'offrent à moi. Plusieurs couples sont en train de discuter dans les gradins, d'autres se prélassent sur des banquettes de bois verni, tandis que les guerniers font quelques brasses. Pas mal d'enfants d'une dizaine d'années jouent et se chamaillent dans la partie de l'établissement qui leur est réservée. Arrivé à destination, je commence par m'asseoir sur le rebord et laisse mollement mes pieds balancer dans l'eau chaude. Un frisson agréable me parcourt l'échine, mais une légère tension persiste dans mes épaules. J'ai toujours une appréhension dans ces lieux remplis de monde, comme si chaque regard pouvait me brûler. D'un coup d'œil alerte, je remarque 2 jeunes mâles qui ne me lâchent pas des yeux, languissant du moment où j'enlèverai mon peignoir. Mon instinct me pousse à me recroqueviller, à éviter l'attention, mais je me force à étirer les lèvres et à les ignorer. J'ôte mon peignoir, en veillant bien à ne pas exposer mon corps à leur vue, puis je me glisse dans l'eau fumante. Je n'aime pas la ville, mais partin, qu'est-ce que je kiffe ces fichus bains chauds. Ah, Arrakis, sors de ma tête! Un sourire me fend le visage en pensant à ma sœur et à son vocabulaire excentrique qu'il m'arrive parfois d'employer. Je soupire d'aise et ferme les yeux. J'ai l'agréable sensation que toute ma fatigue s'efface en même temps que la crasse de mes voyages. J'ai l'impression de muer, de changer de peau, transformant la raideuse sale et transpirante que je suis en une jolie jeune femme. Je respire profondément. L'eau ballotte doucement mon corps. Je me sens bien, décontracté. Les bains me revigorent comme jamais. Presque un mois à limiter ma toilette à un simple coup sur le visage et les mains, c'est dur. Même si parfois un canal, un ruisseau ou un petit lac me permettent tout de même de me laver entièrement. Ce n'est pas seulement à cause de la poussière et de la crasse. Je suis une rôdeuse, la saleté est mon quotidien. Et puis se balader parfumé au savon de Marseille dans la sapine n'est pas très conseillé. L'eau me fait du bien parce qu'elle fait partie de moi, de mon être. En tant que femme de la mer, j'ai un lien profond avec cet élément, même si ce besoin est moins fort chez moi que chez mes consoeurs. Par chance, je ne ressens pas la mélancolie qui accable certaines ondines lorsqu'elles s'éloignent de leur rivage. Si c'était le cas, je serais bien mal équipé pour être une rôdeuse. Je m'étire doucement dans le bain, mes muscles se relâchant, puis mon attention se porte sur mon épaule. Je grimace légèrement en me rappelant la blessure que j'ai reçue. Le bandage de soie d'Arrakis, rougi par mon sang, se détache avec l'humidité. Je le retire délicatement, en forme une boule et la pose sur le rebord du bassin. Ma plaie a commencé à cicatriser, mais elle tire encore un peu sous l'effet de l'eau chaude. Bien que le bain apaise en partie la douleur, je ne peux m'empêcher de ressentir une petite tension. Un rappel constant des dangers que j'ai affrontés. Vous permettez ? Je reste un instant en suspens. Mes prunelles mauves se perdent dans celles de mon interlocuteur, tandis que les paillettes d'or de ses iris étincellent. Yeux ocre clair et brillants, nez saillant, sourire charmeur, barbe fine et soigneusement taillée, cheveux blonds et coiffés en catogan. L'homme qui vient de m'accoster, malgré son âge mûr,
transpire d'une aura impressionnante. Oui, oui, balbutiai-je en se recroquevillant sur moi-même. Avant même que je ne finisse de répondre, il s'installe à mes côtés, trop proche, comme si ma présence n'avait aucune importance. Mon corps se crispe immédiatement, et un malaise s'empare de moi. Je détourne le regard, sentant mon cœur s'emballer dans ma poitrine. Sa prestance est troublante, presque indécente dans sa manière de s'imposer sans le faire. « Je m'appelle Eridan, fils de Liliane, déclare-t-il. Je suis aspirant chez Aurore Éternelle. Sa voix est ferme, mais ses mains se crispent légèrement sous l'eau. Je ravale ma nervosité, puis, comme mon père me l'a appris, je me concentre pour dresser une barrière mentale contre les auras, ou acquis, de domination ou de soumission qui semblent émaner de lui. Son charisme est écrasant, et je ne veux pas me laisser envahir par cette impression de supériorité. Mon cœur bat encore fort, mais je parviens à calmer mes pensées. Je remets ma mèche orange rebelle derrière mon oreille et, une fois un peu plus sereine, j'ose enfin un regard furtif vers l'individu. Ses traits, marqués par l'âge, la quarantaine à première vue, sont d'une beauté qui n'a rien à envier à celle d'un prince. Il est sans doute originaire du sud, à en juger par son teint, mais il doit être arrivé récemment à Masqueria car je ne l'ai jamais vu auparavant. Et un homme comme lui ne passerait certainement pas inaperçu. La sueur perle sur sa poitrine musclée qui arbore 2 longues cicatrices. Un guerrier ? Sa peau bronzée luit doucement dans la brume humide. Une chaleur, presque contre ma volonté, gonfle en moi, alors que je me surprends à me mordre les lèvres. Tandis que mon regard effleure son cou épais, il reprend d'une voix chaude. « Et vous, me feriez-vous l'honneur de me dévoiler votre nom ?» Nos iris se croisent. Le feu qui me monte au visage m'oblige à détourner la tête, fuyant désespérément cette proximité. Je m'enfonce un peu plus dans l'eau, comme si je pouvais disparaître sous sa surface. « Lilou, fille de Vindicael ?» murmurai-je presque imperceptiblement. Il ne semble pas impressionné par mon patronyme, ni par celui de mon père. Au lieu de cela, il continue de me fixer, alors que je cherche en vain à échapper à sa contemplation brûlante. Sa présence devient de plus en plus lourde à mesure que son attention glisse lentement sur ma peau nue. Je serre les dents. J'ai toujours détesté le regard des hommes, souvent trop insistant, parfois même menaçant. Chaque seconde passée sous ses yeux me fait me sentir exposé, vulnérable. Comme si une simple caresse de ses iris pouvait lire en moi, disséquer mon être. Il faut que je bouge. Pourtant, je reste figé, paralysé. J'ai beau rassembler toute ma volonté pour me lever, aucun muscle ne m'obéit. La présence écrasante de cet homme pèse sur mes épaules. Mais, curieusement, je n'y perçois aucune malveillance. Son sourire semble sincère, ce qui me déstabilise d'autant plus. « Bouge, Baka !» Je me crie intérieurement de me ressaisir, mais rien. Je suis bloqué, à mi-chemin entre l'envie de fuir et cette fascination que je ne parviens pas à réprimer. La chaleur des thermes qui m'apaisait l'instant d'avant devient soudain oppressante. La vapeur semble se refermer sur moi, rendant l'air plus lourd, plus étouffant. Je n'imaginais pas que la plus grande rôdeuse du mi-temps central soit aussi timide, me lance-t-il visiblement amusé. Ces mots résonnent en moi comme une provocation. Un frisson incontrôlable me parcourt l'échine. Mon cœur bat si fort qu'il semble prêt à exploser. Je serre les dents, tentant de maîtriser le flot d'émotions qui me submerge. « Bouge !» Je me concentre, cherchant désespérément à capter une trace de Haki. Mais rien, absolument rien. Pourquoi me perturbe-t-il autant, alors que son aura reste si calme, si neutre ? Mon père m'a appris à me protéger contre ce genre d'influence. Et pourtant, face à lui, je me sens vulnérable. La barrière mentale que j'ai dressée ne sert à rien, puisqu'elle n'a rien à arrêter. Ce vide, cette absence d'intention me déroute complètement. « Allez, bouge !» Je cherche désespérément un point où fuir du regard, mais mes yeux reviennent inévitablement vers lui. Il s'est adossé au rebord du bain, détendu, sans une seule inquiétude au monde. Chaque goutte qui perle sur sa poitrine m'attire dangereusement. « Baka !» Je me fustige intérieurement, la chaleur montant de mes joues à mes tempes.
Je... je dois partir. Ma sœur m'attend, dis-je précipitamment. Au plaisir. Les mots s'échappent de mes lèvres dans une tentative désespérée de reprendre le contrôle, mais ma voix se brise, et la fin de ma phrase s'évanouit dans un gargouillis pathétique. Pourtant, quelque part, je retrouve enfin un élan de courage, suffisant pour me lever. Dans un geste presque instinctif, je me redresse brusquement et sors du bain, laissant mon peignoir derrière moi sans même y penser. J'oublie totalement les 2 bacas de tout à l'heure, qui ne se privent pas de se rincer l'œil, pendant que je m'éloigne, trop occupé à fuir pour m'en préoccuper. Derrière moi, je laisse un silence pesant, puis comme un soupir de défaite. J'ai encore tout gâché. Sa voix, si assurée l'instant d'avant, sonne soudain vulnérable, presque désolé, mais il est trop tard pour esquisser un demi-tour. Je claque la porte du vestiaire et m'y adosse, essoufflé. L'air plus frais de la pièce me gifle le visage. Mon cœur tambourine encore, résonnant dans le silence relatif. Je ne comprends pas ce qu'il vient de m'arriver. Cet homme, comment a-t-il dit qu'il s'appelait déjà? Eridan? Mais il sort d'où, ce gars? Une femme, en peignoir, elle, s'arrête et me sourit. Vous êtes toute rouge, ma jolie. La louve habite votre cœur, on dirait. Je lui rends sa risette encore troublée en enroulant mes bras sur ma poitrine dénudée. Je la laisse passer et me dirige vers mon casier, les jambes encore flageolantes. Mes mains tremblent légèrement alors que j'enfile ma tunique. Je prends le temps de lasser mes bottes, de rattacher ma ceinture, tentant de retrouver mes esprits dans ces gestes familiers. Mais mon cœur refuse de ralentir. Quelques minutes plus tard, toujours tremblante d'émotion, je sors enfin des termes et prends une grande bouffée d'air frais de la soupière. « Non, mais t'as vu ta ganache, là ?» Arrakis, perché au-dessus de l'enseigne des termes, saute à côté de moi dans un silence terrifiant. « T'as la gueule d'une tomate ! Aurais-tu croisé le chemin d'un jeune et beau baltringue bien monté ? Ferme-la !» Je grogne et me dirige vers la sortie de la galerie d'un pas décidé, tandis que ma sœur pouffe derrière moi. « Hé, Belette, tu veux qu'on aille faire une offrande à la louve ardente ?» Elle explose d'un rire gras. « Attends, tu veux que je te rencarde ? Promis, je le boufferai pas, celui-là. Oh con, t'as vu ta tronche ? Il devait être sacrement... Ferme-la !» hurlai-je, une larme à l'œil, en me mettant à courir et en laissant la tarancasse s'esclaffer dans les tunnels. Je la déteste. Encyclopédie des savoirs anciens. Les Titans. Première partie. Durant la première ère, Ged et Sélénie façonnèrent Tella. Dans ses entrailles, ils édifièrent le cœur élémentaire, insufflant à notre monde la vitalité nécessaire à son épanouissement. À la fin du 3e cycle, marqué par l'avènement des aînés, ils décidèrent de créer 8 titans, de puissantes entités, conçues pour les seconder dans leur gouvernance et défendre notre Terre contre les menaces du cosmos. Cependant, cette création demanda une énergie si colossale que les 2 astres furent contraints de s'endormir pour recouvrer leurs forces. Les titans, maintenant seuls à la tête du monde, sont tous liés à l'un des 4 grands éléments du cœur de Tella. Les titans de l'air. Lucidzal, autrefois le porteur de nuit, régissait la nuit, les rêves et les ombres. Mais lors de la guerre des lunes, consumé par les forces obscures de Silic, il se mua en Chatan, le vampire volant, surnommé le rongeur d'âmes. Devenu le titan noir de la peur, des ténèbres et des voleurs, il règne sur les cauchemars et les créatures maudites. Désormais, sous l'apparence d'une chauve-souris ébène avec 4 ailes colossales, il réside, selon les légendes, à l'ouest de Turem, dans les ruines désolées des continents oubliés. Quand Sélénie la Blanche disparaît derrière les nuages, ses sbires surgissent pour dévorer les âmes faibles, ou pire encore,
les corrompre en Kurokage, ces bêtes immondes hantant les territoires sous son emprise. Frère de Lucidzal, Quetzal, le porteur de lumière, veille sur les chemins célestes et terrestres. Majestueux, ses plumes étincelantes de 1000 couleurs rivalisent avec l'éclat des étoiles. Titan de la foudre, il est aussi le protecteur des voyageurs, des rôdeurs, des oiseaux et, par extension, des séraphins qui le vénèrent comme un guide. Infatigable traqueur des créatures de Chatan, il surveillait le monde depuis les cieux, patrouillant sans répit sur les routes. Mais un jour, Quetzal partit explorer les mystères du cosmos infini, à la recherche des divins, laissant notre monde à sa propre vigilance. Les titans du feu. Dinoniku, le raptor flamboyant, surnommé aussi le lézard rouge, était le titan du feu et des sauriens. Mais après sa corruption par Chatan et Silic, il devint le titan noir de la guerre, du chaos et de la tyrannie. Sous les traits d'un raptor aux écailles couleur sang, il arbore un collier de plumes autour du cou, et ses griffes, acérées comme des faux, trahissent sa brutalité. Ses serviteurs aveugles, les Kirks, furent créés à partir des Virmes, l'antique peuple qu'il sacrifia et corrompit pour en faire des soldats. Malgré sa cruauté sans bornes, certains militaires vénèrent encore Dinoniku, le voyant comme une incarnation de la guerre et de la puissance brute. Imarak, la louve ardente, une majestueuse créature à la fourrure faite de flammes, symbolise la générosité et la sagesse. Elle affronta Dinoniku lors de la bataille de la Terre de Feu, une guerre qui réduisit en cendres son royaume, Muspelheim, rebaptisé depuis Askheim, la Terre de Cendres. Imarak est la bienveillante protectrice des paysans, des commerçants et des phénix, ainsi que la titan de la passion et de la fécondité. Connue pour sa bonté et sa noblesse d'âme, elle prône l'amour et la tolérance, mais n'hésite jamais à s'embraser pour défendre et préserver la vie lorsque cela est nécessaire. Par sœur d'Aredon, maître du savoir de Massilia.